Bonjour. Bonjour. Demain. Irène, namm naa la. Voilà, Raoul, ça va? Il faut fermer vos micros. Vos micros, vous les fermez. Vous les fermez, vous attendez. On démarre. Attendez ñu ñoom. D'accord. Attendez ñu dañuy waxtaan. Juma, ça a démarré. Ah. Bonjour, chers panélistes, chers membres de Phénom, chers sympathisants de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, chers collègues, chers parents d'élèves et élèves. Nous revenons comme nous l'avions promis sur la série des synthèses et aujourd'hui nous accueillons deux éminents professeurs de l'IA de Ziguinchor, deux professeurs de français pour une synthèse en français sur la pratique du commentaire littéraire. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier notre partenaire Amina Diagne de Minapro qui nous a donné maintenant l'opportunité d'utiliser son lien Zoom durant toutes ces séries de webinaires. Je remercie également Mme Ley Maïmouna Diakhaté, présidente de Phénom, M. Khalid Oussi, technicien qui est empêché, et à tous les professeurs qui ont permis de réaliser toutes ces séries de synthèses, et aussi à tous les membres de Phénom. Sans plus tarder, je laisse la place à M. Abdourahmane Mané, professeur au lycée Aoun Sané de Bignona. Bonjour Aïssatou, bonjour à tout le monde et merci. Merci à ceux qui suivent d'être présents. Nous allons aujourd'hui aborder, comme on a l'habitude de le faire, un aspect d'un exercice du bac. Un exercice souvent que les élèves craignent, sans raison, mais qui constitue un exercice, s'il est bien compris, très facile. Nous sommes avec Madame Julienne Irène Gomis, Madame Deki, professeure au lycée lycée technique Émile Badian de Bignona. Nous sommes également avec Madame Fall Djoumondong pour revenir un peu, je précise bien, revenir sur quelques aspects. Nous ne serons pas aujourd'hui en train de faire un cours sur le commentaire, mais nous reviendrons seulement sur quelques aspects, quelques trucs et astuces, puisque le cours étant déjà fait par les collègues en classe. Nous reviendrons un peu sur quelques aspects du commentaire, de manière générale, le commentaire de texte, que ce soit le commentaire composé et le commentaire suivi. Madame Ndeki, Julienne, salam alaikum. Alaykoum salam. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Mané. Merci à Madame Fall, Douma, à Aminat, Aïssatou et à tous les membres de Phénom. Voilà. Ravi mes salutations à tout le monde. Ravi d'être avec toi virtuellement. Merci aussi à Phénom qui démocratise le savoir, il faut le dire, puisque ces synthèses que nous faisons permettent à tous les élèves du Sénégal de profiter de ces moments de partage, de ces moments de révision avant d'arriver au bac. Voilà, nous vous laissons la parole, Irène, pour que vous puissiez revenir sur le commentaire. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Mané. Alors, pour revenir un peu, comme vous l'avez souligné tantôt, ce n'est pas pour faire un cours sur le commentaire puisqu'il a été déjà fait en classe. Donc, nous revenons un peu sur quelques aspects de comment faire ce commentaire de texte-là pour nos apprenants. Alors, nous avons ce que nous allons appeler les spécificités du commentaire de texte. Et donc, par rapport à cet élément,
il s'agirait d'expliquer le texte et ses enjeux de manière ordonnée. D'abord, ensuite, de justifier son interprétation, puisqu'il s'agit de faire un commentaire sur un texte. Alors, c'est une interprétation qui nous est demandée par rapport à ce texte-là. Et enfin, présenter un bilan de lecture de ce texte proposé. Alors, nous commençons tout d'abord par ce que nous appelons analyser le texte. Et quand on parle d'analyser le texte, il y a ce que nous appelons l'observation et l'interprétation, qui sont deux points qui sont essentiels, nécessaires pour cette analyse du texte. Donc, quand on parle d'observation, c'est par rapport au relevé. Et l'interprétation, c'est l'analyse qu'on en fait. Alors, ensuite, après l'analyse, il y a ce qu'on appelle la compréhension, comprendre le texte qui nous est proposé. Et en ce sens, lorsqu'on parle de comprendre le texte, il s'agit d'abord de ce que dit l'auteur dans son texte, c'est-à-dire quel est le message qui est véhiculé à travers le texte, quel est le contenu. C'est d'abord cela. Et ensuite, comment est-ce que l'auteur s'y prend pour véhiculer ce message-là? C'est-à-dire, quelles sont les techniques ou les outils qui sont utilisés par l'auteur de ce texte-là à travers ce texte. Et la dernière question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi il représente les choses ainsi. Entre autres, ce sont les intentions et les effets qui sont produits sur le lecteur. Donc ça, c'est pour une première partie, les spécificités, en tout cas, sur le commentaire de texte. Ensuite... Merci, Madame Ndeki. Je voudrais une précision. Est-ce qu'on aura la même démarche s'il s'agit du commentaire suivi et du commentaire composé? Donc, le commentaire suivi et le commentaire composé demandent-ils cette même démarche? Merci beaucoup, M. Manet. Alors, on parle de commentaires suivis et de commentaires composés, mais en réalité, la différence va se situer au niveau de l'introduction. Puisque lorsqu'on parle de commentaires composés, c'est un commentaire thématique. C'est sur des thèmes que l'on va se baser, alors que lorsqu'on parle d'un commentaire suivi, il est plutôt linéaire. Et donc, la différence au niveau de cette démarche-là se trouvera au niveau du plan. Nous allons dire, puisque dans le commentaire composé, à l'annonce du plan, il faudra montrer les mouvements, c'est-à-dire les thèmes qui vont être débattus dans le développement. Et pour ce faire, donc la reformulation va différer un peu avec le commentaire suivi, puisque celui-là, il est linéaire et il se base sur une délimitation du texte. D'accord. Donc, la différence va se situer un peu à ce niveau-là. D'abord, pour une première, je ne sais plus comment le dire. Pour une première chose, c'est la différence se situe à ce niveau-là. Au niveau du plan, c'est le plan qui va différencier est-ce qu'il s'agirait d'un commentaire composé ou suivi. Je pense qu'on pourrait donner ensuite un exemple sur le commentaire, comment annoncer le plan du commentaire suivi et le commentaire composé tout à l'heure, pour montrer la différence entre les deux commentaires. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, autre chose, c'est que dans le commentaire composé, nous sommes libres de voyager à travers le texte au niveau du développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette contrainte de délimitation au niveau du texte. Alors que pour le commentaire suivi ou encore linéaire, lorsque dans mon plan annoncé, je dis que telle partie, tel thème, je vais le développer du vers tel au vers tel ou de la ligne telle à la ligne telle. Donc, cette partie-là, je ne la développerai que les aspects, les outils que je vais utiliser, ce sera seulement à cette partie réservée que j'ai citée, délimitée. Alors qu'avec le commentaire composé, je suis libre, lorsque je parle de thématique,
Donc, je suis libre de voyager à travers le texte pour ressortir tous ces éléments qui vont parler de ce thème-là. Voici un peu la différence entre le commentaire suivi et le commentaire composé. Merci, on poursuit. Oui. Et quand on parle maintenant de la démarche pour le commentaire de texte, il y a ce qu'on va appeler d'abord la lecture. Puis c'est un texte qui nous est proposé, il faut lire et relire le texte. Ensuite, l'analyse de ce texte-là consisterait à faire un repérage. Repérage de quoi? Des outils dont nous avons parlé, les outils d'analyse littéraire qui vont être utilisés par l'auteur dans son texte pour véhiculer les messages et l'interprétation. Et ce travail-là se fait au brouillon. Nous avons ensuite la rédaction. Après avoir fait ce travail au brouillon, alors nous passons à la rédaction. Cette rédaction-là, et quand on termine de faire cette rédaction, on passe à la relecture et à la correction pour s'assurer qu'on n'a rien laissé en rade dans le travail que nous avons fait. Donc, en un mot, le travail qui me demandait, c'est quoi? C'est de citer, d'identifier et d'analyser. Alors, quand on cite, citer veut dire quoi? C'est-à-dire, je relève dans le texte, je recopie des éléments qui sont intéressants du texte, entre guillemets. Et il y a ce qu'on appelle aussi la localisation. Quand je dis qu'il y a tel aspect dans le texte, il faudrait que je sois en mesure de localiser, de dire que cela se trouve à tel niveau dans le texte. Localisation de la citation que je fais. Et lorsque j'entre dans l'identification, j'identifie un procédé d'écriture. Exemple, je précise un temps verbal et sa valeur, ou on identifie une construction, ou encore on nomme une figure de style. Ce sont là les outils d'analyse littéraire. Et maintenant, l'analyse va entrer dans l'interprétation de la citation, c'est-à-dire de l'effet produit par l'élément, par l'outil utilisé par l'auteur dans son texte. Je continue. Merci, madame. Voilà, maintenant, Oui. petite question. Oui. Lorsqu'il s'agit de commenter un texte par Oui. rapport au genre littéraire concerné, la Oui. terminologie que je dois utiliser, est-ce la même lorsqu'il s'agit par exemple d'un texte en vers, lorsqu'il s'agit d'un texte en prose ou lorsqu'il s'agit d'un texte tiré d'une pièce de théâtre? Parce qu'on retrouve très souvent un élève commentant par exemple un texte tiré d'un poème en vers, parle de phrases. Doit-on par exemple parler de phrases? Doit-on parler de vers? Doit-on parler de répliques? Qu'en est-il? À sa spécificité ou à ses caractéristiques. Donc, nous avons, c'est vrai, il y a plusieurs outils d'analyse littéraire, mais nous allons voir des outils d'analyse littéraire qui vont être spécifiques à tel ou tel autre genre littéraire. Et nous allons voir aussi d'autres outils qui vont pouvoir être utilisés à travers les différents genres littéraires. Quand il s'agit d'une poésie, d'un poème à commenter, il est important de dire que les outils d'analyse littéraire qui peuvent être utilisés, donc c'est déjà, il y a la versification. La versification, donc ça renvoie à toutes les règles qui interviennent dans l'écriture d'un poème. Et donc, ces éléments-là vont revenir, les figures de style vont revenir nécessairement. Nous avons aussi les champs lexicaux qui vont revenir par rapport au poème. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un roman, la différence là, le roman, par exemple, on va utiliser, pour les outils d'analyse littéraire, on peut utiliser les points de vue, les focalisations qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, avec le texte poétique. Comment on appelle les points de vue, la focalisation, il est beaucoup plus utilisé dans le récit. Et donc, cela va plutôt être utilisé comme outil par rapport au roman. Les sens, par exemple, les sens, la vue, le toucher, etc., dans le roman.
Alors, tout ce que je voulais ajouter, c'est que ce soit le roman, il y a son vocabulaire qui lui est spécifique, que ce soit la poésie a aussi son vocabulaire, puisqu'on parle de vers. Maintenant, on peut trouver, parce que la poésie, ce n'est pas seulement des vers. Nous pouvons rencontrer des versets, des vers libres. C'est ça. Voilà, alors que lorsqu'on parle du roman, on est plutôt dans un récit, donc un texte en prose. Et donc, dans le Et là, on récit, parle de... dans le roman, on va parler de phases, de paragraphes. Alors que dans la poésie, on parlera plutôt de vers et de strophes. Okay. Donc, ce sont des éléments qui sont propres à la poésie. Les éléments de strophe, de vers, c'est réservé à la poésie, alors que les éléments de phrases, de paragraphes, plutôt dans le texte romanesque. Et maintenant, quand il s'agit du théâtre, nous avons des indices scéniques, tels que les didascalies, tels que les réparties, etc., que nous n'allons pas retrouver dans le texte poétique ou dans le texte romanesque. Donc, des éléments qui sont propres à chaque type de texte. Merci, on continue. Je rappelle que vous êtes en train de regarder une synthèse sur le commentaire avec Madame Deki, professeure au lycée technique Émile Badiane de Bignona. Nous sommes également avec Madame Fall. Madame Fall, vous pouvez intervenir à tout moment. Hein? Vous pouvez intervenir à tout moment. Oui. Donc, on continue, C'est Madame ça. Deki, avec les différentes parties du commentaire. Voilà. Merci. Alors, pour les différentes parties du commentaire, nous avons une introduction avec ses sous-parties. Nous avons un développement et une conclusion. Voici les trois grandes parties, si vous voulez, du commentaire de texte. Maintenant, quand nous en venons à l'introduction est composée de trois sous-parties. Il y a d'abord ce que nous appelons la situation du texte. Il y a ensuite l'idée générale et enfin l'annonce du plan. Maintenant, pour la situation de texte, il y a différentes possibilités. Il y a plusieurs manières de faire ce que nous appelons la situation du texte. Nous pouvons faire une situation où nous nous basons sur les éléments paratextuels, c'est-à-dire les éléments que nous allons retrouver autour du texte. Entre autres, c'est le titre du texte, c'est le nom de l'auteur, c'est la date de publication de l'œuvre. En tout cas, c'est tous ces éléments qui gravitent autour du texte. Nous pouvons les utiliser pour faire ce qu'on appelle la situation du texte. La situation du texte, c'est du texte, c'est quoi? C'est une situation où l'on va faire un rappel de les éléments qui ont précédé, par exemple, le texte que nous sommes en train de traiter. Nous faisons, ça dépend. Si, par exemple, nous sommes face à un texte romanesque, nous avons une partie qui nous est proposée, un texte est extrait de l'œuvre en question. Donc, nous pouvons faire... Allô? Oui, on vous entend. Ah, ouais. D'accord. OK. Donc, nous pouvons faire ce que nous appelons, lorsque nous avons, par exemple, lorsque nous sommes face à un commentaire, un texte extrait d'un roman, nous pouvons faire ce que nous appelons un rappel des événements qui ont précédé le texte que nous sommes en train d'étudier, de commenter. Et par exemple, lorsque c'est un texte poétique qui est extrait d'une œuvre, d'un recueil, nous pouvons faire aussi, si c'est lié, un rappel des éléments qui ont été traités dans les textes qui précèdent le texte que nous sommes en train d'étudier. C'est ce qu'on appelle une situation économique du texte, qui va différer un peu avec la situation où nous nous basons sur les éléments paratextuels qui se trouvent autour du texte. D'accord. Maintenant, pour la situation du texte, oui. Peut-on faire intervenir la biographie? Parce que on a l'habitude souvent de voir l'élève transformer sa situation en dissertation sur la biographie. Le courant littéraire
etc., etc. Voilà, donc, puisque nous parlons dans la situation, nous parlons de présenter le texte et de présenter l'auteur. Il ne s'agit pas maintenant de faire un cours magistral sur la vie de l'auteur. Il s'agit de faire un résumé bref. Nous allons dire un rappel, par exemple, de qui est cet auteur-là, un lien avec le mouvement littéraire auquel il a appartenu, par exemple, les idées qu'il a eu à développer un peu, si vous voulez, ou encore les genres littéraires qu'il a eu à publier. Et sa date de naissance, si nous la connaissons, et sa date de décès, par exemple. Voici quelques éléments qui peuvent intervenir dans la présentation de l'auteur, dans la situation du texte. Voilà, donc vous l'avez entendu, cher candidat, votre présentation doit tenir compte des éléments qui sont pertinents pour pouvoir découvrir le texte. Voilà. Voilà, donc pour un texte, aujourd'hui, peut-être les données biographiques peuvent être pertinentes, alors pour un autre texte, par exemple, on peut donner l'exemple de Joal. C'est pertinent que de dire que Senghor est né en 1906 à Joal. Mais pour un texte, Ma négritude de Césaire ou voilà, Femme noire, on n'a pas réellement besoin de connaître que Senghor est né en 1906, qu'il a fait ses études à tel, qu'il est parti en France, etc., etc. Donc, il va falloir choisir et faire un choix d'éléments pertinents autour du paratexte. Les correcteurs, souvent, c'est vrai, n'ont rien contre ce texte est tiré d'eux, mais je pense qu'il va falloir être beaucoup plus imaginatif. Vous pouvez partir du contexte, vous pouvez partir du courant littéraire. Ben, pour étudier Femme noire, on peut partir de la négritude. C'est ça. On peut partir du contexte peut-être voilà, qui a vu naître ce mouvement de la négritude. Donc, essayez au moins de varier, essayez au moins voilà, de tenir compte de ces remarques-là. Voilà. Oui, Juliette. Merci. Et ensuite, après la situation du texte, nous avons l'idée générale où nous revenons un peu sur de quoi est-il question dans le texte. Alors, le plus souvent, moi, je dis à mes élèves que pour trouver l'idée générale, essayez de répondre à quelques questions. C'est-à-dire qui parle, la rhétorique quintilienne, qui parle, de quoi il parle, ou bien de qui, ça dépend, quand, comment. Et lorsque vous arrivez à répondre à ces questions-là, vous pouvez trouver votre idée générale dans le texte. Très bien. Et après l'idée générale, oui. L'annonce du plan, oui, allez-y. Oui, alors l'annonce du plan, maintenant, il s'agit d'annoncer ce qui va être traité, c'est-à-dire les axes, les thèmes ou les mouvements que vous avez décelés dans le texte à étudier. Et donc, cette annonce du plan-là doit être précis, très claire aussi. Il faudrait que les gens sachent ce que vous allez traiter dans le développement, que ça ne soit pas bref, que ça ne soit pas non plus, que cela ne soit pas clair dans la reformulation ou dans le libellé. Il faudrait que l'on sache exactement que vous allez traiter de tel aspect dans une première partie, par exemple, en utilisant les connecteurs logiques, bien sûr, qui vont montrer le mouvement ou la logique dans la progression de votre argumentaire. Très bien. C'est bon? Oui, maintenant, oui. C'est bon, on continue. Donc, peut-être rappeler aux candidats qu'avec les consignes améliorées, souvent un plan est proposé, un plan pertinent est proposé. Libre au candidat de le prendre comme de ne pas le prendre, il n'est pas obligé, mais moi, je dis à mes élèves qu'il faudrait prendre ce plan puisque c'est un plan pertinent qu'on vous propose. Et éviter surtout que l'idée générale soit une simple répétition du plan. L'idée générale, c'est une sorte de récapitulation, de synthèse
du plan. Par exemple, on me donne un texte qui, dans une partie, fait la description physique, une partie faisant la description morale. Dans la consigne, on me dit que vous analysez, grâce aux outils d'analyse, à la versification et aux temps verbaux, aux indices d'espace, vous allez d'abord insister sur la description physique, ensuite vous montrerez la description morale. Comme idée générale, je peux bien évidemment trouver le portrait. Donc, je n'ai pas besoin de dire ce texte fait la description physique et la description morale et s'articule autour de deux parties, description physique, description morale. Là, vous ne faites que répéter le plan dans l'idée générale. Donc, si vous dites que le texte dresse le portrait de la Grande Royale, déjà, vous avez vu que vous avez une sorte de synthèse du plan. On continue. Peut-être si on pouvait avoir un exemple. Voilà. D'une introduction. Voilà, alors donc, nous allons partir sur un exemple, un texte de Victor Hugo, extrait de Les Contemplations. Nous pouvons avoir le texte, Monsieur Manet, c'est bon? Oui, le texte, oui. Djouma l'a Voilà. partagé, Madame Fall a partagé, vous l'avez vu? Pas encore. Voilà, donc c'est un texte de Victor Hugo, comme je disais tantôt. Oh, je fus comme fou dans le premier moment. C'est un texte qui est extrait des Contemplations, chapitre 4, publié en 1856, dans la partie Pauka Meaye, quelques vers pour ma fille. On lit le texte ou... Non, bon. On va essayer de faire vite pour permettre aux élèves après de poser des questions. Voilà. Vous pouvez directement aller au niveau d'une proposition d'introduction. Voilà. Alors, partant maintenant de ce texte-là, si nous voulions par exemple l'introduire, alors on a parlé de présentation du texte, de présenter le texte, de présenter l'auteur, l'idée générale et d'annoncer un plan. Alors, on pourrait partir sur un exemple, je donne un exemple d'introduction. Je lis. Oui. Victor Hugo, nous pourrons dire par exemple Victor Hugo, 1802-1885, donc correspondant à la date de naissance et la date du décès, est un célèbre écrivain, dramaturge, poète, homme politique, académicien et intellectuel français, considéré comme l'une des plus grandes, comme l'une des plus importantes figures du 19e siècle. Alors là, j'ai présenté l'auteur du texte. Le 4 septembre 1843, sa fille aînée Léopoldine et son époux se noient dans la Seine. Il publie Les Contemplations en 1855, pendant qu'il était en exil, d'où est tiré le poème dont nous faisons l'étude. Donc, voici la présentation du texte. Il y décrit sa réaction et ses sentiments face à la perte de sa fille, l'idée générale. Il s'agira de montrer l'évolution des sentiments du poète, de la douleur à la folie, en passant par le déni de la réalité des choses. Voici un exemple de plan. Voilà, M. Manet, un exemple de l'introduction. Merci. Et vous avez remarqué qu'on peut ajouter à ceci que vous avez la possibilité de faire la situation de différentes manières, comme elle vient de le dire. Quelqu'un pouvait commencer par le romantisme. Si. Quelqu'un pouvait commencer par un thème, par exemple le thème de la souffrance. Donc déjà, on remarque que dans le romantisme, dans la poésie romantique, la souffrance occupe une place importante. À partir de ce thème-là, voilà. Et on profiter pour dire ainsi, Victor Hugo ayant perdu sa fille, etc. Donc là, il faudrait vous entraîner à varier les entrées. On continue maintenant par rapport aux commentaires détaillés. Parce que là, c'est là où souvent le bas blesse. C'est là où souvent le bas blesse. Des remarques du type
vous n'avez fait que paraphraser le texte, absence de fond, absence de forme. Donc, vous allez nous parler du fond et de la forme et comment on parvient à allier fond et forme. Voilà. Alors, s'agissant du commentaire détaillé, comme vient de le souligner M. Manet, et il s'agit d'allier, comme il l'a dit, le fond et la forme. Alors, le fond, c'est le message de l'auteur et la forme, ce sont les outils qui sont utilisés par l'auteur pour pouvoir transmettre son message. Et nous pourrons partir sur la base de 2 ou 3 parties. Cela va dépendre du mouvement du texte. Et il doit toujours avoir une transition entre ces différentes parties-là. Il faut donc annoncer le thème de la première partie par une phrase rédigée. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est d'inscrire des sous-titres ou des titres ou des tirets avec des phrases nominales. Donc, ce sont des paragraphes qui doivent être bien structurés et à travers ces paragraphes-là, on doit voir, doivent se dégager votre travail, les mouvements ou les idées que vous allez développer. Et donc, chaque paragraphe doit se terminer par une petite conclusion partielle. Et marquer des alinéas bien visibles et sauter des lignes entre les grandes parties, ça c'est pour une bonne présentation du travail. Et enfin, il faut soigner l'orthographe et respecter les conventions, les titres d'œuvres qu'il faut toujours souligner. Alors, si nous partons de ce texte que nous proposons, alors nous avons parlé des sentiments du poète face à la perte de sa fille. Et dans notre plan, nous avons parlé de 3 mouvements. Nous avons parlé de la douleur, du déni et de la folie qui conduit pratiquement à la folie, de déni. Et si nous allons prendre une partie, c'est-à-dire nous allons traiter cette partie de la souffrance du poète. Comment est-ce que la souffrance est traitée dans ce poème-là de Victor Hugo? Quels sont les outils qui sont utilisés par le poète pour pouvoir transmettre ce message de la douleur, de la souffrance? Donc, comment est-ce que l'expression de la souffrance est présentée dans ce texte-là? Alors, nous avons parlé d'outils d'analyse littéraire. Nous commençons par les champs lexicaux. Nous avons un champ lexical de la souffrance qui est évoqué dans ce texte-là. Et ce champ lexical de la souffrance, nous le retrouvons à partir du verbe de, avec le verbe pleurer. Hélas, je pleurais 3 jours amèrement. Nous avons le verbe pleurer, nous avons le verbe éprouver, nous avons le verbe souffrir. Et voici des éléments qui vont tout simplement, qui sont ce qu'on va appeler le champ lexical. C'est quoi? C'est un ensemble de mots ou d'expressions qui vont renvoyer à une même réalité. Et donc ici, la souffrance du poète est manifestée par le champ lexical déjà de la souffrance, cet ensemble de mots regroupés qui renvoient à la souffrance. Et souffrir 2 fois. Nous avons le verbe éprouver 2 fois, le verbe pleurer, et nous avons aussi l'expression 3 jours amèrement, qui va renvoyer sur la profondeur, qui insiste sur la profondeur du désespoir du poète. Donc, voici un champ lexical de la souffrance qui est utilisé à travers les expressions ou les verbes pleurer, souffrir, éprouver. Monsieur Manet? Oui. Vous voulez ajouter ou je continue? Donc, vous avez remarqué. Non, vous pouvez continuer. Voilà. Alors, si le champ lexical de la souffrance, nous pouvons ajouter le champ lexical de l'horreur. Le champ lexical de l'horreur, nous le retrouvons au vers 7. Puis, je me révoltais et par moments terrible. Nous avons l'expression terrible. Ensuite, horrible, qui est utilisé, des termes qui sont utilisés par le poète. Et il ne se limite pas là. Nous avons l'oxymore affreux rêve, qui est aussi utilisé à ce niveau-là.
tout simplement pour montrer comment est-ce que cette douleur de ce poète-là pouvait être considérée comme horrible, comme doux, très, très douloureux, nous allons dire. Donc, à ce champ lexical de l'horreur, nous pouvons ajouter l'impression violente aussi, hein, produite par la précision crue de l'image qui suscite efficacement l'imagination du lecteur. Alors, lorsque le poète dit au vers, c'est au vers 6, je voulais me briser le front sur le pavé. Notez qu'il y a, par rapport à ces mots-là, ces expressions, lorsque nous notons la phonétique du verbe, nous avons le verbe de volonté, vouloir, je voulais, mais qui est suivi des digraphes. Bre et freux, bre de briser et freux de front. Et ces phonèmes-là vont tout simplement produisent des sons durs qui viennent justement renforcer cette horreur ou tout simplement c'est cette impression violente de cette douleur violente ressentie par le poète. Alors, c'est quoi une digraphe? Je reviens sur ça, M. Manet. Oui, oui. Voilà. Alors, une digraphe, c'est quoi? C'est juste lorsque nous avons deux lettres qui sont réunies pour être lues en un seul phonème. Comme dans briser, nous avons le B et le R qui vont être mis ensemble pour être prononcés en un seul phonème. Et de même que pour le F et le R, c'est ce qu'on appelle digraphe. Et donc, ces éléments-là, bre et freux, donc phonétiquement, qui produisent des sons durs. Et donc, tout ça, c'est dans le sens de renvoyer à cette violence-là, au niveau de la douleur de ce poète-là. Je continue. Oui, oui. Nous pouvons ajouter encore à ce champ lexical de la souffrance et de l'horreur, le champ lexical de la révolte et du refus. Donc, le poète dit je me révoltais au niveau du vers 7. Puis, je me révoltais et par moments terribles. Donc, le champ lexical de la révolte, qui est accompagné du champ lexical du refus. Je n'y croyais pas. Elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté. C'était impossible. Nous avons le refus. Le poète qui refuse d'admettre effectivement qu'il a perdu sa fille. Et donc, cela est montré par la négation qui est utilisée dans ce texte-là. Donc, le champ lexical, la révolte est associée au champ lexical du refus. Le poète qui, jusque-là, n'intègre pas le fait ou ne veut pas intégrer le fait que sa chère fille soit décédée, soit morte. Et donc, il va utiliser la négation pour pouvoir exprimer justement ce refus-là. Très bien. C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. Chers élèves, chers candidats, vous avez noté donc, que lorsqu'on parle d'outils d'analyse, il ne s'agit pas seulement de figures de style. Il ne s'agit pas de dire l'oxymore et puis de s'arrêter là. Il y a d'autres outils. Vous avez remarqué qu'elle a parlé de champ lexical, qu'elle a parlé de sonorité, qu'elle a parlé voilà, donc, de connotation et tout cela. Donc, il faudrait essayer de varier les outils d'analyse que vous allez repérer dans le texte. Donc, il y en a dans un seul texte, on peut repérer énormément d'outils d'analyse. Donc, là, c'était un exemple, mais on pouvait insister sur d'autres éléments. Sur quoi peut-on mettre l'accent? Sur des éléments de la versification. Quel autre élément de la versification peut-être peut-on... Les éléments de la versification. Ici, oui, si nous prenons les rimes, nous avons les rimes qui vont venir renforcer le champ lexical
Très bien, de moi la je remarque souffrance. terrible, terrible, Oui. horrible. Des Oui. rimes en Et harmonie même voilà. oui, un peu plus haut, dans moment, moment, le son Oui. en qui revient, moment, amèrement, Ah, merde. espérance, souffrance, nous Ouais. avons le son en. Le son en, quand vous le prenez, C'est ça. il renvoie, quand vous prenez le son en, il renvoie lorsque nous allons parler d'harmonie imitative, le son en peut renvoyer aux pleurs. Oui. Donc, les pleurs qui viennent renforcer justement ce champ lexical de la souffrance, combien le poète souffre, et à travers justement ces éléments de la rime, nous pouvons tout simplement parler de l'harmonie imitative ici, le en qui va imiter les pleurs, le son des pleurs. Exact. Oui. Oui, vous pouvez continuer, allez-y. Oui, alors, hormis maintenant les champs lexicaux que nous pouvons retrouver dans le texte, nous pouvons parler de la mise en relief, si vous voulez, de la révolte et du refus. Je disais, la mise en relief des mots-clés par la syntaxe et par la versification. Donc, les procédés de répétition. Souffert ma souffrance au vers 4. Il dit, Père, Mère, dont l'âme a souffert ma souffrance. Ensuite, Exact. tout ce que j'ai prouvé, l'avez-vous éprouvé? Donc, nous avons une répétition ici, au niveau de la syntaxe. Souffert ma souffrance. Tout ce que j'ai prouvé, l'avez-vous éprouvé? Et ensuite, nous pouvons parler de la localisation sous l'accent tonique à l'hémistiche, le fou au vers 1. Je fus comme fou. Et lorsque vous regardez la place du mot fou, il se trouve juste à la fin du premier hémistiche. Au niveau de la cédule. Pleurer Effectivement. au vers 2. Et hélas, et je pleurais 3 jours amèrement. Pleurer au vers 2. Prie au vers 3. Vous tous à qui je prie. Ensuite, nous avons révolté au vers 7 ou à la rime. Donc, c'est soit nous les avons au milieu, c'est-à-dire à la fin du premier hémistiche, ou à la fin complètement, c'est-à-dire à la rime. Quand vous prenez amèrement au vers 2, c'est à la fin. Souffrance, c'est à la fin. En antithèse avec espérance. Donc, il faudrait souligner ce fait-là, souffrance et espérance. Vers 3 et vers 4, nous avons ici, nous pouvons parler d'une antithèse au niveau de ces deux expressions-là. Nous avons éprouvé au vers 5, terrible. D'accord? Et le texte, si nous remarquons le texte, il y a une fonction expressive de l'exclamation. Au premier verbe, nous avons l'exclamation hélas. Nous avons l'exclamation non. Et je n'y croyais pas et je m'écriais non. Au vers 9, nous avons l'exclamation. Alors, toutes ces lorsque nous faisons le décompte, dans le texte, nous avons 11 points d'exclamation dans le poème, avec des interjections. Hélas, non. Donc, des phrases impératives dans le quatrain final, si vous voulez. Et donc, ces exclamations-là sont un moyen de donner par endroit à la phrase la brièveté et la violence de la plainte, c'est-à-dire le cri du poète. On parle d'une fonction expressive de l'exclamation. On a aussi l'interrogation rhétorique qu'il ne faudrait pas oublier cette fonction expressive de l'interrogation rhétorique. Donc, le passage des vers 3 au vers 5, lorsque Hugo s'adresse à certains de ses lecteurs qui auraient pu vivre la même souffrance que lui. Lorsqu'il dit « Père, Mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'ai prouvé, l'avez-vous éprouvé ?» Donc, il cherche en quelque sorte une consolation chez le lecteur, chez le parent qui aurait souffert la même souffrance que lui. Alors, c'est une façon de quitter une aide, si nous pouvons le dire comme ça, une consolation.
de lutter contre la solitude ou sa souffrance le condamne. Donc, alors, l'ensemble de ces procédés-là, ça contribue à développer la tonalité pathétique, qui est aussi un outil d'analyse qui registre les tonalités. Alors, ici, le texte, dans cette première partie-là, nous pouvons tout simplement évoquer la tonalité pathétique qui inspire la pitié pour tout lecteur qui va tout simplement voir la souffrance du poète ou tout lecteur qui a vécu la même souffrance que le poète. Donc, le poète expose sa souffrance et souhaite provoquer chez le lecteur une sympathie ou une compassion. Voilà un peu, monsieur Mané. Merci. Madame Fall. Merci, Madame Leki, pour cette explication très claire du texte de Victor Hugo. Alors, je remarque sur le texte qu'il y a des éléments qui sont mis en exergue. Certains éléments sont en rouge, d'autres sont en gras, d'autres sont laissés tels quels. Est-ce à dire aux candidats que dans un texte à commenter, tout n'est pas digne de commentaire? Quel message voulez-vous donner aux candidats en mettant en exergue ces éléments et en laissant les autres tels quels? Très bien, merci. Alors déjà, les éléments qui sont mis en exergue, c'est par rapport à ce premier thème qui a été développé. Donc, tous les thèmes n'ont pas été développés, c'est un des thèmes qui a été développé. Et donc, ces éléments qui ont été soit mis en gras ou soit soulignés, etc., c'était pour des éléments qui font ressortir ce premier élément-là. Néanmoins, il faut le dire, le souligner, que dans un texte, on ne peut pas tout dire. Donc, on regarde ce qui est pertinent dans le texte, les éléments sur lesquels on doit insister, ce sont ces éléments-là qui doivent être pris en compte par rapport aux thèmes que l'on veut développer et les outils qui sont utilisés pour développer ces thèmes-là. Très bien. Voilà. Ce qu'il faut retenir, je pense que, chers candidats, chers élèves, il faudrait essayer de varier vos approches. Je disais tout à l'heure, vous avez remarqué la variété des outils d'analyse. Le candidat devant un texte, c'est comme un ouvrier, comme un mécanicien devant un moteur. Il a besoin de plusieurs clés, il a besoin de plusieurs outils. Il n'a pas besoin seulement de maîtriser les figures de style, et encore qu'il faudrait maîtriser les figures de style. L'interprétation de figure de style n'est pas la définition de la figure de style. Ça ne sert à rien de dire on a une métaphore parce que l'auteur a rapproché tel élément de tel élément sans pour autant utiliser un outil non, il ne s'agit pas. Il s'agit, comme elle l'a dit, de donner l'effet. Ouais. Insister sur la diversité. Elle a parlé d'accentuation. Elle a parlé de syntaxe. Elle a parlé de structure de répétition. Souffert, ma souffrance. Elle a parlé de type de phrase parce qu'elle a parlé d'exclamation. Elle a parlé d'interjection. Nous sommes dans les classes grammaticales. Elle a parlé effectivement d'interrogation rhétorique, de la brièveté d'une phrase, donc la syntaxe. Donc, c'est comme cela qu'il faudrait faire lorsque vous commentez. Ne pas vous contenter seulement de repérer les figures de style, de repérer un champ lexical. C'est ça qui fait que vos commentaires, parfois, vos commentaires sont un peu pauvres, sont un peu maigres. Il va falloir essayer de faire un travail de repérage et d'interprétation. Donc, on repère et on interprète. Interpréter une comparaison ne veut pas dire l'auteur compare Moussa à un lion. Et pourquoi il le fait? C'est pour son courage. Donc, au lieu de dire, voilà, la comparaison permet d'insister sur le courage et non pas le poète a utilisé une comparaison. Pourquoi? Parce qu'il a comparé Moussa à un lion avec un... Non, il s'agit de donner, comme elle l'a dit, l'effet produit par l'outil utilisé. On continue. Si Madame Fall n'a pas de questions ou de suggestions. C'est très clair, c'est très clair. On peut continuer. Très bien. Alors donc,
nous avons pris un exemple partant sur un thème, c'est-à-dire le thème de l'expression de la souffrance. Et Donc, maintenant, oui, voilà. Donc, après le développement, la conclusion, voilà. la conclusion. Voilà. Alors, il s'agit de faire quoi dans la conclusion? De faire ce que nous appelons une récapitulation. Donc, nous récapitulons ce qu'on a démontré dans le développement. C'est-à-dire une reprise de l'essentiel, c'est-à-dire souligner l'originalité du texte. Et ensuite, élargir, c'est-à-dire tenter de faire un parallélisme avec un autre texte, par exemple, qui traite du même thème. Alors, ND, ce qu'il faut retenir, il ne faut pas introduire de nouveaux centres d'intérêt qui auraient pu être oubliés dans le développement. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la conclusion, si vous vous rendez compte que vous aviez oublié un thème, par exemple, ce n'est pas dans la conclusion qu'il faut intégrer ce thème-là. Alors, il ne faudrait pas intégrer cela au niveau de la conclusion. Ce n'est pas le moment de le faire. Donc, votre conclusion commencera par un alinéa et comportera un seul paragraphe. Alors, est-ce qu'il faut un exemple de conclusion, M. Mané? Vous avez quelque chose à ajouter avant? Oui, un exemple. Vous pouvez donner un exemple de conclusion, mais en attendant, souligner que l'approche que Mme Deki vient de proposer est pour un commentaire composé. Voilà, merci. Pour un commentaire composé qui offre beaucoup plus de liberté. Vous voyez qu'elle a commencé par parler de champ lexical au vers 6 et 7. Je pense après, elle a parlé de présence de la négation au vers 13, au vers, etc. Donc, vous voyez, ce va-et-vient, c'est cette liberté que vous avez dans un commentaire composé. Vous pouvez remodeler le texte en tenant compte de ces particularités-là. Donc, c'est ça que peut-être que je voulais ajouter. Pour la conclusion maintenant. Voilà, alors, un exemple de conclusion, nous pourrions dire que dans ce poème dramatique et touchant, alors, de par son expressivité et d'une grande force lyrique élégiaque, Victor Hugo confie au lecteur ses sentiments les plus intimes. Il nous paraît affaibli et surtout fragilisé par le deuil. Il semble revivre les faits en les racontant. La création littéraire l'aide à faire son deuil. Alors, la création littéraire, c'est tout ce que nous avons vu comme figure, comme champ lexical, comme la syntaxe, etc. C'est ce qu'on comprend quand on lit le livre 4 des Contemplations, placé au centre du recueil. Il permet à Hugo de reconstituer les étapes de sa souffrance, de la révolte initiale évoquée de ce poème, jusqu'à l'acceptation de la mort exprimée par le célèbre poème à Villequier. Voilà une ouverture qui est faite par rapport, en comparaison avec un autre texte dans les Contemplations à Villequier. C'est ça. Effectivement, on peut faire une ouverture avec un autre poème du même poète, comme aussi on peut faire une ouverture avec un autre texte d'un autre poète. L'essentiel, c'est ça, un poète qui développe un peu le même thème, qui aborde un peu la souffrance causée par la disparition d'un être cher. Alors, M. Mané, alors, vous avez dit qu'on peut faire une ouverture sur un autre texte du même auteur, sur un autre texte d'un autre auteur abordant le même thème. Alors, moi, je suis candidat. Madame Deke vient de lire une très belle conclusion. Tout à l'heure également, elle a proposé une pertinente introduction. Est-ce que cela veut dire que pour tout texte tiré de Pauka Meyaye, je peux utiliser cette même introduction et cette même conclusion? Juliette? Alors, oui, c'est vrai, il faut le rappeler. Non, M. Mané l'avait souligné, il faut varier les entrées. Alors, il ne s'agit pas de prendre un travail déjà fait qu'il faudrait appliquer à tout autre texte. Les approches doivent
être diversifiés ou doivent différer. Alors, par exemple, une telle introduction, l'exemple de cette introduction peut ne pas coller avec un autre texte qu'on aurait. Alors, toujours, il faut partir du texte proposé et le contextualiser pour pouvoir en faire une introduction et une conclusion. Donc, si je comprends bien, le compte rendu que mon prof fait en classe, je ne peux pas le porter en bandoulière et l'appliquer à l'examen, aveuglément. Exactement. Merci, ça ne se fait pas. Merci. J'ai ici un commentaire dans le chat, M. Mané, de M. Amidou Sow, qui remercie Mme Ndeki pour la brillante présentation et vous félicite également pour la belle modération. Et il ajoute, de tout ce qui peut être dit d'un texte, le candidat doit faire une sélection. Et j'aime bien le mot sélection qu'il a employé. Merci, M. Amidou Sow. Merci, Sow. Effectivement. Voilà. Comme on le dit, hein, et vous avez même remarqué qu'au niveau du bac, on ne proposera jamais un exemple de corrigé de commentaire. Parce que le commentaire, c'est une interprétation d'abord personnelle. C'est une sorte de sensibilité. Donc, il n'y a pas un commentaire tout fait, valable pour tous les élèves du Sénégal. On peut avoir N commentaires, pourtant, qui n'ont pas le même contenu, qui n'ont pas peut-être vu les mêmes outils d'analyse et qui se trouveront avec de bonnes notes. Ce qu'il faut, c'est surprendre, c'est regarder à la place du correcteur, lui faire voir des choses. Le correcteur, il fait comme s'il n'a pas vu. Hein. C'est à l'élève de lui faire voir la qualité littéraire, la beauté littéraire du texte. Donc, c'est seulement à ce prix que vous aurez une note, une très grosse note en commentaire. Voilà. C'est ça. Et que faut-il retenir avant peut-être de terminer, Madame Ndeki? Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que la rédaction doit être claire et simple. Très bien. C'est-à-dire, nous devrions utiliser un style sobre, éviter les phrases trop longues. Déjà. Ensuite, un vocabulaire précis, clair et de qualité. Alors, qu'est-ce qui serait un commentaire voué à l'échec? Ce serait ce commentaire-là qui raconte l'histoire, c'est-à-dire qui vient paraphraser le texte de l'auteur, qui va séparer le fond et la forme du texte, puisque dans le commentaire, il s'agit d'allier fond et forme, d'allier le contenu et les outils qui sont utilisés, qui présente une juxtaposition de remarques grammaticales, stylistiques, rhétoriques, c'est-à-dire vous amenez les outils que vous juxtaposez, que vous mettez ensemble, sans les commenter, sans pour autant en donner les impressions, les effets qui sont produits. Là, vous aurez un commentaire voué à l'échec. Et qu'est-ce qui est le commentaire réussi? C'est ce commentaire-là qui parvient à interpréter clairement et de manière argumentée le texte. C'est-à-dire, la forme est liée au fond, montrant comment les moyens mis en œuvre par l'auteur aboutissent un à un, ou plusieurs, à un sens. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Madame Fall, je te présente M. Sow. M. Sow, qui est un éminent professeur du lycée agricole. Voilà, c'est vraiment un humaniste pour résumer ses qualités. Donc, j'espère que ces élèves, les élèves de Bignona, de Thiès, de Dakar, de Kédougou, sont connectés où ils pourront aussi avoir la chance de revoir cette synthèse, puisque ce que dit M. Sow, c'est exactement ce que Mme Fall dit à ses élèves à Dakar. Ce que dit Mme Ndeki, c'est exactement ce qu'un autre professeur à Kédougou dit à ses élèves. Donc, et c'est des gens qui sont de potentiels correcteurs. C'est pour cela que, chers élèves, chers candidats, il faudrait essayer de respecter, il faudrait essayer de tenir en compte tout ce que vos professeurs vous disent en classe. Merci
à Madame Fall spécialement. Je sais que vous êtes actuellement très occupée, mais vous avez tenu à nous accompagner. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Il n'y a pas d'autres questions. Donc, il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Peut-être juste interpeller Madame Ndeki Oui. pour la démarche. Alors là, elle nous a proposé une démarche pertinente concernant le commentaire composé. Alors, est-ce que cette même démarche pourrait s'appliquer à un commentaire suivi? Alors, merci. Je l'avais dit un peu plus haut. Le commentaire suivi, cette démarche-là ne pourra pas être appliquée au commentaire suivi pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a un commentaire suivi, c'est un commentaire linéaire. C'est-à-dire, il y a une délimitation qui se fait. Par exemple, lorsque je traite le thème de la souffrance du poète, alors je délimite dans le texte. Je dis que le thème de la souffrance commence du vers 1, par exemple, au vers 10. Et donc, pour traiter ce thème-là, je ne vais me limiter qu'aux éléments, aux outils qui se trouvent du vers 1 au vers 10. S'il y a d'autres éléments de la souffrance qui sont au-delà du vers 10, je ne peux pas les utiliser. Parce que tout simplement, à partir du vers 10 ou à partir du vers 11, c'est un autre thème qui va être développé. Tout à fait. Avec le commentaire composé, je suis beaucoup plus libre de voyager à travers le texte. Ce n'est pas le cas avec le commentaire suivi. Là, je dois juste me limiter à la délimitation qui a été faite pour développer ce thème. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Voilà, merci. Je voudrais dire un grand merci à M. Sow, mon collègue. Merci d'avoir participé à l'activité. Et merci à tout le monde, à Mme Fall, à tous les membres de Sénat. Merci particulièrement à M. Mané, voilà, de m'avoir permis de pouvoir dérouler avec lui cette activité-là. Merci. Merci Julienne, merci à tous ceux qui ont suivi. Spécial merci aussi à Aïssatou Ndiaye. C'est une scientifique parmi les littéraires. Merci beaucoup à Amina Diagne, Amina Pro, pour nous avoir permis de faire cette synthèse. Et d'autres synthèses vont suivre, bien évidemment, avant le bac. D'autres synthèses vont suivre sur le résumé. Madame Fall, nous comptons sur vous pour voilà, que cela continue jusqu'à la veille des examens. Donc, bien sûr, certainement. dès que Peut-être vous êtes en train de proposer quelque chose. Voilà, d'accord. On verra avec le résumé et d'autres collègues aussi dans d'autres matières vont continuer à accompagner les candidats à travers tout le Sénégal. Merci beaucoup. Merci, M. Mané. Aïssatou, est-ce que tu es là avec nous? Oui, je suis là. Merci à ce trio de choc. Et merci à Mme Ndeki, à M. Mané, Fall. Et j'espère qu'avec ces explications très claires, maintenant, si toutefois un candidat choisit le commentaire, j'espère qu'il pourra le réussir avec ces explications-là. Et maintenant, comme Mané vient de le dire, on vous donne rendez-vous le jeudi à partir de 20h pour le résumé. Toujours sur le même canal, sur Facebook. Et on remercie M. Sow, on remercie tous les panélistes, on remercie les membres de ce nom, Mme Amina Diagne. Donc, on se donne rendez-vous à jeudi, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci, Madame. Au revoir, Mané. Au revoir.